Bonjour à tout le monde. Nous sommes deux collègues formateurs, Aurélia Truong-Kang et puis Jean-Luc Chauvin. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est de poursuivre notre témoignage à deux voix que nous avons commencé dans une petite capsule vidéo que vous avez reçue il y a quelques jours, où on s'est attelé à vous mettre en avant les questions organisationnelles de nos deux expériences de formateurs. Et aujourd'hui, on va essayer de poursuivre notre réflexion sur l'usage de la vidéo, à quelles conditions, en essayant de faire émerger justement des questions vives qui ont pu se poser à nous. Voilà. Alors oui. Pour commencer, donc bonjour à toutes et à tous, Jean-Luc Chauvin, conseiller pédagogique sur l'Or ainsi que Clichy-sous-Bois. Ravi d'être avec vous pour ces 30 minutes. Alors, dans un premier temps, nous allons vous présenter très brièvement les dispositifs en question que vous avez pu voir déjà en vidéo. Donc le premier qui a été développé sur le Rincy Clichy-sous-Bois était le suivant. Premièrement, un film d'une situation de classe choisie par un enseignant. Ensuite, un temps d'autoconfrontation simple, donc avec un conseiller pédagogique pour revenir sur la situation filmée. Ensuite, un deuxième temps qui consiste à une autoconfrontation croisée, où là, trois enseignants échangent sur leur pratique avec le formateur. Et puis, il y avait également des temps d'échange collaboratifs par écrit en ligne sur une plateforme collaborative. Et voilà. Et donc, ce dispositif s'étalait sur une année. Alors, moi, le dispositif sur lequel mon témoignage d'aujourd'hui va s'appuyer, c'est une expérience académique pour l'accompagnement du dispositif 100% réussite, où je vous explique un petit peu le schéma organisateur. Juste pour rappel très court, c'est de vous dire que nous sommes partis de l'usage d'une plateforme de partage et de dépôt de vidéos, et nous avons exploré collectivement justement son usage pour regarder ce que cela pouvait produire pour accompagner le dispositif 100% réussite. Donc aujourd'hui, ce que nous allons essayer de voir avec vous pour ce temps que nous avons ensemble, c'est d'explorer ou de vous faire part des questions qui se sont imposées à Jean-Luc et à moi-même quand, en tant que formateur, nous avons essayé de mener ces dispositifs de formation, ces dispositifs d'accompagnement. Donc notre intervention va s'organiser autour de trois questions ou trois groupes de questions. Donc filmer quoi, qui, comment, des questions premières qui peuvent venir effectivement à l'esprit du formateur. Un autre ensemble de questions, filmer pourquoi faire. Et enfin, nous finirons par filmer, mais à quelles conditions? Alors pour commencer, filmer quoi, qui, comment? Alors c'est vrai que ce sont des questions qui se posent très rapidement à tout formateur. Qu'est-ce qu'on filme? Alors est-ce qu'on va filmer une séance entière, 45 minutes, 1 heure? Est-ce qu'on filme des petits bouts, des phases d'une séance? Est-ce qu'on filme dans plusieurs domaines d'enseignement ou dans plusieurs sous-domaines? Voilà, donc ça, ce sont les premières questions qui se posent. Il y a également d'autres types de questions, mais qui filme-t-on en fait? Est-ce qu'on va filmer l'enseignant? Est-ce qu'on va filmer les élèves? Des groupes d'élèves? Voilà, donc ça participe des premières questions. Et puis, comment est-ce qu'on s'y prend en fait? Quel matériel on utilise? Est-ce qu'on fait des plans larges ou pas? Est-ce qu'on fait des zooms sur certaines situations ou pas? Voilà, donc tout un ensemble comme ça de questions qui sont très très pratiques, on va dire, et qu'il va falloir avoir à l'esprit pour pouvoir faire des choix. Alors les choix que nous avons faits, qui ont été faits dans le dispositif en question, étaient les suivants. Un enregistrement d'une séance, 45 minutes. Voilà, ça c'était le choix qui a été co-construit par les formateurs et par les formés. Ensuite, deuxième choix, c'était d'avoir une caméra en fond de classe avec un plan large et fixe, voilà, pour pouvoir capter l'ensemble de la complexité de la situation. Et le troisième point qui avait été acté, c'était de faire en sorte que le formateur ne soit pas présent lors de l'enregistrement. Voilà. Alors, toutes ces questions techniques et toutes ces premières questions, un petit peu éparses là au début lorsqu'on se lance, vous retrouverez quelques éléments dans un document que nous avons laissé sur Magister qui s'intitule « Des détails qui n'en sont pas ». Alors, pareil pour nous, dans le cadre de l'expérimentation académique pour le dispositif 100% réussite, on s'est interrogé sur
cette caméra, où la fixer, où la placer dans la classe. Et donc ce que nous avons construit en fait ensemble collectivement, c'est en fait un tableau pareil que vous retrouverez dans l'espace de ressources que vous aurez à disposition, où finalement on a essayé de catégoriser les angles de vue de la caméra et puis de se demander, eh bien, avec cet angle de vue, qu'est-ce que nous allons pouvoir voir et qu'est-ce que nous allons pouvoir faire, et puis éventuellement avoir quelques points de vigilance par rapport à ces choix d'angle de vue. Et pour le coup, vous allez voir, à travers cette question de choix du placement de la caméra, ça nous a mis en exergue cette idée importante qu'en fait il fallait définir une intention pour l'usage des vidéos pour pouvoir faire ces choix de placement de la caméra dans la classe. Et au-delà de ces choix, effectivement, de l'élaboration d'une intention pour l'usage des vidéos, il y avait la question de la construction d'un scénario qui prenne en compte justement des contraintes techniques, mais aussi avec des enjeux de développement professionnel. Donc ça nous amène en fait à embrayer peut-être sur la deuxième partie, puisque donc, on retient que de ces questions premières de formateurs, qu'est-ce que je fais de la caméra, qu'est-ce que je filme, etc., il y a cette question fondamentale qui est de définir une intention de l'usage de la vidéo. Donc, ce que je vous propose, excusez-moi, je suis allée un petit peu trop vite, je reviens en arrière. Donc, on va s'arrêter un petit peu là-dessus ensemble. Ce que je vous propose en fait de vous présenter là tout de suite, justement, c'est pour notre expérimentation académique, comment est-ce que nous avons fait pour faire émerger cette intention collective de l'usage de la vidéo. Et donc, on a essayé de mettre au cœur de notre réflexion un questionnement professionnel qui est justement en lien avec le dispositif 100% réussite dans le cadre de notre expérimentation. Donc, peut-être que vous retrouvez un peu le schéma que je vous ai présenté sur la vidéo de présentation de l'organisation. Ça relève bien du premier temps. Ça a été un des premiers actes que nous avons pu faire collectivement pour faire émerger ce questionnement professionnel partagé. Donc, je vous explique un petit peu comment on s'y est pris. Ce que nous avons fait, c'est, on a proposé un tableau tout simple. Un tableau en fait qui va essayer justement de faire émerger un certain nombre d'éléments, des questions vives d'enseignants, des questions vives liées à l'apprentissage. On va s'interroger aussi sur les obstacles, on s'interroge aussi sur les observables. Et donc ce tableau-là, en fait, on l'a mis à disposition de groupes et donc ça a été le fruit d'échanges au sein de petits groupes. À l'issue de cette réflexion collective, et donc vous voyez de la formalisation dans ce tableau par chaque groupe, eh bien, on a essayé de relever collectivement les questions vives que chacun avait pu relever des échanges au sein des groupes. Donc là, vous avez sur ce document, sur cette diapo, justement, une liste de questions. Vous voyez qu'elles sont assez foisonnantes, elles peuvent aller dans des différentes directions. Et ce que nous avons ensuite fait, c'est mener une discussion collective pour faire des choix de deux ordres, des choix didactiques et des choix de focale d'observation, pour que chacun qui repartait ensuite dans sa classe et dans sa circonscription, puisse se dire, quand je vais poser la caméra dans la classe, voilà à quel moment je vais pouvoir la poser, et puis aussi, qu'est-ce que je vais vouloir regarder. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, nous avons fait des choix didactiques pour le lire et écrire, et puis pour la résolution de problèmes en mathématiques. Et en ce qui concerne les trois focales d'observation, ça synthétise un petit peu la discussion qu'on a eue à partir des questions vives qui ont été soulevées. Donc un choix autour de scruter, regarder, observer les interactions langagières au sein de la classe. Deuxième point en termes de focale, ce sont toutes les modalités d'enseignement, et y compris d'ailleurs de co-enseignement. Et enfin, une dernière focale qui est autour de l'autonomie de l'élève. Et comme vous pouvez le voir peut-être sur la diapo, on a affiché plein de petits points pour essayer de préciser cette autonomie de l'élève, comment on allait la regarder, aussi bien comment elle s'exprimait dans l'activité de l'élève, et aussi qu'est-ce qu'on pouvait relever comme geste professionnel de l'enseignant pour la construction de cette autonomie. Voilà pour ce que nous avons essayé de mener pour soulever, comme vous pouvez le voir, un questionnement professionnel. Alors ça, c'est une première idée clé.
définir une intention de l'usage de la formation, mais il y a aussi une importance fondamentale qui nous semble importante de vous exposer à présent, c'est de mettre en avant un scénario qui respecte, on va dire, des étapes. Et donc, on a essayé de vous les décortiquer un petit peu, et autour d'une question qui nous semble assez importante, et bien justement, filmer, mais pourquoi faire? Alors donc, pour répondre à cette question, plusieurs temps. Alors tout d'abord, donc là, cette fois, je vais faire référence. Vous avez bien compris qu'on faisait une alternance entre deux types de dispositifs. Donc, je vais revenir sur le dispositif que j'ai suivi et accompagné. Alors, un premier temps a consisté donc à filmer, comme je vous le disais, les enseignants en classe à partir de situations qu'ils avaient choisies, sur des séances choisies. Voilà. Deuxième temps, l'idée c'était qu'ils puissent voir le film le plus rapidement possible. Du coup, on rejoint les problèmes techniques qui étaient évoqués tout à l'heure, à savoir il faut penser au transfert, comment est-ce qu'on s'y prend pour transférer les données. Donc ça a été fait sur clé USB pour ce qui nous concerne. Et puis il y avait un temps de visionnage chez soi. Alors, ce temps de visionnage, il a été accompagné par un document, celui qui, en gros, que vous voyez en fait, à l'écran, avec deux parties. Une partie consacrée donc, à l'identification, en fait, à la recherche de réussite. Qu'est-ce qu'on réussit bien dans ce qu'on fait? Voilà, ça c'était un premier point. Et puis deuxième point, deuxième colonne, ce que je souhaiterais faire autrement, ce qui me pose problème, ce que je n'arrive pas à comprendre dans ce que je fais et j'aimerais en savoir davantage. Donc on avait cette première orientation. L'intérêt de la première colonne, mes réussites, nous a semblé fondamental dans la mesure où souvent les enseignants, en fait, en tout cas, là nous l'avons travaillé avec des enseignants débutants, se déconsidèrent, donc c'était important qu'ils puissent se réassurer. Donc on avait cette intention importante qu'ils puissent prendre conscience tout de suite de leur réussite. Ensuite, deuxième point, alors voilà, nous sommes sur les temps d'autoconfrontation simple. Donc les intentions étaient les suivantes. Tout d'abord, l'idée c'est de considérer en fait que l'activité, ce que fait un enseignant, souvent il ne sait pas vraiment à la fois ce qu'il fait, comment il le fait, pourquoi il le fait. Il y a des tas de dimensions de son activité qui restent cachées, obscures, et ce n'est pas du tout évident pour lui d'y accéder. D'où l'intérêt d'utiliser la vidéoformation, et en l'occurrence un dispositif de ce type-là, autoconfrontation, pour l'aider à accéder à ces dimensions qui peuvent être cachées de son activité. L'intention également des formateurs, elle était double, aider les collègues à travailler sur différents types de savoirs, des savoirs à enseigner, des savoirs pour enseigner, en termes de gestes professionnels, et puis des savoirs sur ce que c'est qu'enseigner d'une manière plus générale. Ça, c'était une première orientation. Et puis une deuxième, en termes de développement professionnel, les aider non seulement à décrire leur activité, c'est quelque chose de fondamental, mais également à la problématiser, et puis à partir de là, en extraire des pistes pour rendre, on va dire, plus efficace leur pratique pour eux-mêmes et d'une manière collective. Voilà. Alors, ensuite, voilà, nous nous retrouvons sur des temps, en fait, ce qu'on appelait entre nous des mini-collectifs, en fait, voilà. Donc, on se retrouve trois enseignants se retrouvent, avec un formateur. Il y a encore usage de la vidéo. Le principe était le suivant, chaque enseignant, en fait, choisissait en amont des extraits de sa propre vidéo qu'il acceptait de partager, en fait, avec le collectif. Et puis, ça servait, en fait, de point de départ à des échanges. Alors, ce qui était intéressant à noter, c'est que dans ce type de situation-là, eh bien, on a rapidement des confrontations de points de vue. Voilà. Et ça offre vraiment une réelle richesse par rapport à toutes ces dimensions en termes d'apprentissage et de développement professionnel. Les enseignants se rendent compte qu'ils partagent des difficultés, autrement dit, ils se sentent moins seuls, première chose. Et puis, ils acceptent aussi de mettre un petit peu les choses sur la table et de dévoiler certaines parts de leur activité, ce qu'ils font, pourquoi ils le font, quelles sont leurs intentions, qu'est-ce qui est important pour eux, les valeurs qu'ils défendent, parce qu'il y a toujours aussi ces dimensions dans l'activité. Et donc ça fait progresser aussi le cheminement intellectuel de chacun. Voilà. Alors pour moi, peut-être pour l'expérimentation académique, là, pour le dispositif 100% réussite,
Notre parti pris, c'était de prendre en charge collectivement cette analyse de la vidéo. Et donc c'est une activité qui a été centrale dans notre scénario global, où en fait tous les temps de regroupement, c'était ce qui était au cœur de notre activité collective, parce que nous faisions l'hypothèse qu'en s'acculturant collectivement à l'analyse de la vidéo, ça pouvait permettre et outiller chacun d'entre nous, aussi bien, vous vous souvenez, formateurs, accompagnateurs que enseignants dans leur classe, à rentrer dans cette analyse de l'activité à travers les vidéos qui étaient collectées sur la plateforme. Donc après, analyser ensemble comment, quelles tâches nous pouvions en effet déployer. Alors je vous présente un exemple, c'est vrai qu'on n'a pas déployé que ça, mais ça me semble intéressant de partager avec vous cette liste de tâches qui est extrait en fait du livret Concevoir des formations pour aider les enseignants à faire réussir leurs élèves, issu du travail du Centre Alain Savary de l'IFE. Vous avez justement un extrait de ce livret, toute une partie dédiée à l'usage de la vidéo, qu'on vous a d'ailleurs mis dans la partie ressources. Et vous pouvez voir effectivement 4 tâches sur lesquelles on a essayé de nous bâtir effectivement notre travail sur le collectif sur l'analyse de la vidéo. Donc 4 étapes, la description des faits observés, voilà, qui n'est pas une mince affaire parce que effectivement la première réaction bien souvent c'est d'être soit dans une évaluation ou dans un jugement, donc ce travail de description au préalable est absolument fondamental. Ensuite, dans un deuxième temps, donc rentrer dans l'interprétation. Et la question de l'interprétation nécessite vraiment de postuler de la cohérence des choix du professionnel justement que nous regardons. C'est d'autant plus important pour nous que les vidéos que nous regardions, il y avait la personne qui était concernée, qui avait filmé, qui était dans le collectif. Voilà. Et le troisième point, la troisième étape, c'était justement d'essayer de lever un petit peu les choix qui avaient été opérés et de les explorer, donc à travers un questionnement, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'il a gagné, qu'est-ce qu'il a perdu à faire ainsi. Et enfin, le dernier point, s'interroger collectivement sur qu'est-ce qu'il aurait été possible de faire autrement. Donc voilà, 4 tâches qui me semblent assez intéressantes et que collectivement on a pu éprouver et qui a permis d'aiguiser un petit peu cette démarche collective autour de l'analyse de la vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, on vient de vous présenter un certain nombre de tâches que Jean-Luc et moi avons explorées, donc soit dans un scénario d'accompagnement de collègues de T1, soit d'accompagnement d'un collectif autour d'un projet. À présent, on voudrait justement se consacrer à notre dernier champ de questions qui ne nous semble pas du tout des moindres, c'est effectivement filmer à quelles conditions. Et donc là, je te laisse la parole, Jean-Luc. Merci Aurélia. Oui, donc alors à quelles conditions? Alors premièrement, ce que je vais développer, c'est la question du cadre et de la posture éthique. Alors une dimension importante lorsqu'on se lance en vidéoformation, c'est qu'il faut savoir que ça peut avoir, alors déjà que la vidéoformation c'est quelque chose qui date d'il y a un sacré bout de temps on va dire, puisque ça existait déjà depuis les années 1960 aux États-Unis. Et qu'on a remarqué que dans le milieu professionnel, ça pouvait avoir des effets délétères. Voilà. Donc l'idée, en fait, de ce qu'on va vous développer ici, c'est de vous inciter à prendre de multiples précautions lorsqu'on utilise la vidéoformation. Ça peut être un formidable outil, mais qui peut aussi avoir ses limites. Alors, cadre éthique, d'abord prendre conscience qu'il y a une dimension clé, la dimension de la confiance. Elisabeth Bautier l'évoquait tout à l'heure. Se faire filmer et puis montrer ce qu'on fait, eh bien, ça demande à la fois du courage et puis c'est accepter de se dévoiler. Donc le premier temps qui est fondamental, c'est d'installer ce cadre de confiance. Alors on va voir par quels moyens, mais ça donc c'est fondamental. S'il n'y a pas un sentiment de sécurité minimale, on ne peut pas travailler. Voilà, tout simplement. En tout cas, c'est le témoignage que j'en ferai. Ensuite, donc, une fois que la confiance est installée, le processus en fait, de transformation pour des enseignants qui participent à des dispositifs de vidéoformation les amène petit à petit à poser, on va dire, des éléments de leur activité, à décrire quelques points, sans forcément les relier. C'est une première étape qui est aussi essentielle pour eux. Et puis vient après le temps du questionnement, on essaie de comprendre, tiens, c'est assez étonnant, je fais ceci, je fais cela,
oui, c'est en cohérence. Ah, puis parfois, bah non, finalement, je fais deux choses. Pourtant, ça me paraissait pertinent et au final, bah, pas du tout. Ça vient se télescoper et finalement, c'est peu efficace auprès des élèves. Donc, on a un temps de problématisation, mais qui n'arrive pas tout de suite. Et puis, progressivement également, on a un temps où, comment dire, on se dégage en fait des situations qu'on voit. Les situations de classe, elles sont très localisées. C'est un ici et maintenant. Progressivement, on prend de la hauteur. Voilà, on arrive à généraliser un petit peu la réflexion pour pouvoir se l'approprier et se doter d'autres possibles pour demain dans sa classe ou plus tard, mais en tous les cas pour ouvrir d'autres champs. Et donc, le cadre et la posture éthique du formateur, c'est avoir conscience que ce processus demande du temps et donc travailler dans un temps long. Elisabeth Bautier aussi en parlait tout à l'heure. L'importance du temps long, en tout cas c'est le choix qui a été fait chez nous, c'était de travailler sur une année parce qu'il faut s'éprouver et deux, il faut de plus en plus être familier avec ces situations qui sont nouvelles en fait pour tout le monde, à la fois pour les enseignants et d'ailleurs pour les formateurs souvent. Voilà. Alors ce cadre, il peut évidemment se traduire par une dimension écrite. Hein. Première chose, des demandes d'autorisation d'être filmées qui sont extrêmement contextualisées, c'est-à-dire voilà, avec une explication sur les usages qui vont être faits de la vidéo. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Ensuite, une cohérence du point de vue du formateur entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, ce qui n'est pas évident non plus, parce que parfois, par exemple, lorsqu'on donne la parole, dans le cadre par exemple d'autoconfrontation, on peut très bien avoir des formateurs, et ça arrive, qui donnent la parole, qui disent tu as la main sans problème, et puis finalement qui la reprennent, et puis qui sont dans une dimension très fermée. Ça peut arriver aussi. Donc c'est prendre aussi conscience en tant que formateur de ces dimensions-là. Deuxième élément, en termes de cadre et de posture éthique, c'est qu'on ne force pas quelqu'un à se filmer. En tout cas, c'est le point de vue qu'on défend, parce qu'encore une fois, ça peut être délétère, voilà, et qu'on sait que ça peut l'être. Autrement dit, il y a des solutions qui sont alternatives. Vous le retrouverez dans un document que nous avons intitulé « Activité alternative ». Il y a d'autres moyens de travailler sur l'analyse de son activité que la vidéo. Dernier point, oui, encore un petit peu de temps. Alors, le travail sur l'accompagnement en termes de vidéo formation, vous voyez bien en fait dans notre discours que la vidéo est un prétexte, en fait c'est un moyen, voilà, mais qui n'a de sens que par les usages qu'on en fait, voilà, et par les intentions et les cadres éthiques qu'on pose et qu'on porte. Et donc une dimension aussi clé en termes de posture éthique, c'est la dimension d'ouverture. Voilà, à savoir, lorsqu'on est sur une situation d'autoconfrontation simple, par exemple, eh bien, accepter d'être surpris par ce que va nous dire l'enseignant. Voilà, accepter la nouveauté, ne pas se dire « Ah oui, je sais tout de suite là où il veut aller », mais si ça se trouve, vous n'en savez rien. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'accepter d'être surpris et donc d'être ouvert. La difficulté, c'est de garder le fil de ce que vous voulez travailler et comprendre de l'activité de la personne en question pour pouvoir l'accompagner. Voilà. Dernier point, en matière de posture éthique et de cadre, ce serait peut-être parler de la progressivité en matière de vidéoformation. Encore une fois, je vous parlais tout à l'heure du coût psychologique que ça peut avoir. Eh bien peut-être qu'il pourrait être pertinent quand quelqu'un ne souhaite pas ou en tous les cas n'a jamais travaillé avec de la vidéoformation, qu'il puisse regarder des vidéos de ses pairs, voilà, par exemple, et des pairs qui ne sont pas dans la salle, pour progressivement, et voilà, s'il le souhaite, accepter d'être filmé lui-même. Voilà. Alors moi, ce que je voudrais vous présenter aussi maintenant sur ce que ça demande aux formateurs, c'est cette idée d'accompagner justement la réflexion des enseignants et du collectif, qui peut d'ailleurs être aussi avec d'autres formateurs. Et donc ce questionnement doit en tout cas absolument essayer de protéger du jugement. Je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une première réaction qu'on peut avoir assez facilement, mais pour que l'analyse de la vidéo soit profitable, nous permette de comprendre l'activité du professionnel ou l'activité des élèves, et pour pouvoir essayer d'avoir du pouvoir d'agir ensuite dans sa classe,
eh bien, il est absolument fondamental de rentrer dans cette analyse, de susciter une réflexion. Et donc, ce que l'on a pu voir avec le collectif de l'expérimentation académique, c'est que cette question du comment plutôt que du pourquoi, pour aller essayer justement de décrypter les mobiles du collègue, ses intentions, sa mise en acte dans la classe, c'était quelque chose qui était assez important. Et un autre questionnement qui a vraiment remporté l'adhésion du collectif et qui a été très utile pour le formateur d'abord et puis donc pour les enseignants ensuite, c'était vraiment cette question de qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds, qu'est-ce qu'il gagne ou qu'est-ce qu'elle gagne et qu'est-ce qu'elle perd. C'est voilà, quelque chose d'important. Donc ça veut dire qu'il faut s'interroger effectivement sur ce geste professionnel de questionnement que l'on peut déployer autour de la vidéo. Et pour cela, on vous a mis justement un texte dans les ressources, notamment de Luc Ria, qui s'interroge sur le questionnement déployé dans le cadre d'entretien d'autoconfrontation. C'est une ressource parmi d'autres, mais voilà, c'est une de celles qu'on a pu vous sélectionner. Alors ensuite, au-delà du questionnement, eh bien, en fait, il y a la question du cadre d'analyse. Et ça, je pense que c'est un point aussi important pour le formateur, de se doter de cadres d'analyse qui peuvent aller dans des champs différents, dans des champs didactiques, qui vont se porter sur l'activité de l'élève, qui vont se porter sur l'activité de l'enseignant. Et je vous présente, voilà, comme exemple en tout cas, un outil un cadre d'analyse qu'on a mobilisé dans l'expérimentation académique, que pour certains vous connaissez sans doute, hein, ce sont les 5 focales de l'activité de l'enseignant de Roland Guagou. Et c'est vrai que ce cadre d'analyse nous a été très utile justement pour regarder des vidéos et puis essayer d'apparenter à des catégories de ce cadre d'analyse les gestes professionnels, par exemple, que nous pouvions voir sur les vidéos de classe. Voilà. Ensuite, donc au-delà du cadre d'analyse, on s'est dit que le travail du formateur sur les vidéos était un aspect aussi très important. Tout à fait, Aurélia. Et juste pour rebondir très très brièvement sur le cadre d'analyse, y rester juste un petit instant, vous dire à quel point, oui, c'est fondamental de se doter d'outils pour le formateur. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque vous utilisez par exemple une démarche de type autoconfrontation, les techniques de questionnement ne sont pas que des techniques. Il y a certains types de questions qui sont posées, mais derrière, il y a des grilles d'analyse qu'il est important de maîtriser et d'avoir en tête pour savoir ce que l'on fait, pourquoi on le fait et comment on le fait. Parce que sinon, il est très difficile de comprendre ce que cherche à faire un enseignant, quelles sont ses attentes, quelles sont ses prises d'indices pour agir, ce qu'il croit pertinent pour agir, qu'est-ce qu'il croit vrai. Voilà. Donc ça, c'est un élément essentiel. Alors, j'en viens maintenant à la question du travail sur les vidéos. Il faut savoir qu'en fonction de vos choix, puisque vous avez bien compris que notre témoignage n'est qu'un témoignage et qu'il n'a pas valeur modélisante, le travail sur les vidéos demande un coût. Si vous êtes sur du 45 minutes x 3, évidemment, vous allez voir une première fois, 3 fois 45 minutes, et puis peut-être plus. Voilà, donc ça demande beaucoup de temps. Il va falloir le savoir, et puis faire des choix entre ce que vous devez faire, ce que vous voudriez faire, et puis ce que vous pouvez faire concrètement au quotidien. Voilà. Donc ça, c'est important pour pouvoir être le plus efficace possible, et pour vous, dans votre quotidien du métier, et puis vis-à-vis des collègues enseignants. Voilà. Du coup, peut-être tout en ayant une attention forte sur le plan du développement professionnel, rester modeste dans ce vers quoi on peut aller et ce qu'on peut faire. Voilà, c'est une dimension qui me semblait importante. Alors ensuite, ce que ça demande aux enseignants. Alors, dépasser la première lecture qui déclenche de vives émotions. La question des émotions aussi en vidéo, elle est clé. On parlait tout à l'heure du coût psychologique que ça peut avoir, des effets délétères potentiels. Donc il faut vraiment l'avoir à l'esprit, ne pas hésiter parfois à ne pas insister en fait. Voilà, si on sent
à travers certains indices, on va dire souvent des mimiques ou voilà, le fait que la personne n'accepte plus de parler. C'est pas la peine peut-être d'insister sur des épisodes qui peuvent être pour elle douloureux, mais qui pour vous sont totalement anecdotiques ou anodines. Donc ça, c'est une dimension à prendre en compte. Parce que sinon, vous ne pouvez pas faire ce travail sur la cognition, on va dire, qui vous intéresse. Donc voilà, ça c'est le premier point, qui est lié aussi avec ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, le fait qu'il y a d'autres manières de travailler pour analyser l'activité et accompagner quelqu'un que la vidéo, d'où les activités alternatives. Voilà. Alors, moi, je voulais dire que, voilà, comme Jean-Luc, j'ai pu observer auprès des collègues que j'ai accompagnés dans l'expérimentation académique, hein, ce témoignage autour des émotions que suscite une vidéo quand on se regarde. Et c'est vrai que, voilà, il faut le prendre absolument en compte. Et puis trouver dans l'aménagement que l'on fait du scénario de formation, ce temps-là qui peut être individuel pour essayer de dépasser cette émotion, mais pour rentrer justement dans l'analyse. Et donc le fait de rentrer dans cette analyse veut dire que l'enseignant doit eh bien, prendre ce temps-là. Et c'est vrai que ce n'est pas du tout une mince affaire, hein. Le collectif a pu témoigner que eh bien, être dans son quotidien professionnel et puis en plus de sa journée de classe, se poser derrière son écran pour se regarder en vidéo ou pour regarder même un père, c'est quelque chose qui est compliqué. Voilà, c'est un des obstacles en tout cas de formateurs que moi j'ai pu comment dire, observer. Du coup, c'est pour ça qu'on a vraiment essayé de construire ou d'alimenter ces temps collectifs où collectivement on regardait ces vidéos. Et parce que aussi je crois absolument très fort sur le fait que en fait regarder une vidéo tout seul c'est bien, mais en fait l'intérêt absolu c'est de confronter son regard justement sur ces vidéos-là. Et d'ailleurs, moi, je trouve que même c'est une nécessité si on veut réellement rentrer dans une analyse. Donc, pour notre expérimentation, analyser à plusieurs, c'était vraiment, on va dire, la veine hein, de notre projet. Et pour pouvoir eh bien, mettre du langage, justement, sur cette vidéo. Et il nous semblait que mettre du langage sur ces vidéos, sur l'activité des élèves, sur l'activité de l'enseignant, sur la situation d'apprentissage qui était déployée, eh bien, ça nous permettait vraiment de mieux le comprendre et puis pour pouvoir se développer ou se donner du pouvoir d'agir ensuite quand on rentrait justement en classe. Donc vous voyez en effet on a essayé de vous déployer là tout au long de notre présentation avec Jean-Luc les questions qui nous sont apparues, ce que nous retenons un petit peu de cette expérience-là. Je pense que Jean-Luc vous a bien dit tout à l'heure, c'est que nous ne sommes pas là pour défendre la vidéo à tout prix, mais par contre de bien prendre conscience du fait que la vidéo, ça ne se fait pas n'importe comment, qu'il y a en effet plein de questions qui vont se poser aux formateurs et qu'il faut effectivement prendre en considération. Donc peut-être pour clôturer cette présentation, nous vous avons construit une liste de ressources qu'on a évoquées tout au long de notre présentation avec Jean-Luc. Vous allez pouvoir les retrouver, ce ne sont que des propositions qui sont issues de nos deux expériences. Et on a rajouté, on va dire, trois types de ressources. Des ressources peut-être pour commencer ou pour les collègues qui ont déjà un peu essayé, qui voudraient voilà, réfléchir un peu plus encore sur la question de l'usage de la vidéo en formation. L'autre point, ce serait peut-être ceux qui s'interrogent sur l'entretien d'autoconfrontation et puis ensuite quelques articles de recherche qui pourraient peut-être vous permettre de vous nourrir sur la réflexion professionnelle du formateur qui utilise justement la vidéo. Voilà. Donc on espère que notre intervention voilà, a suscité de l'intérêt et puis pour rappel, hein, pour ceux qui n'avaient pas pu prendre connaissance de la petite capsule vidéo introductive, vous aurez tous les éléments un peu organisationnels qui vous ont été communiqués dans cette capsule. Voilà. Merci en tout cas pour votre écoute et votre attention. Bonne continuation à vous. Bon courage à vous.